La volonté d'être riche. Enregistrement réalisé au mois d'octobre de l'année 2024. En fait, c'est un enregistrement en lien avec le fait qu'au cours des derniers jours, j'ai mis des enregistrements qui avaient trait, au fond, négocier en bourse, l'enrichissement, ce genre de sujet. Et là, je constatais qu'il y avait moins de visionnement de la part du public par rapport à ce type d'enregistrement que j'ai mis sur ma chaîne YouTube que d'autres enregistrements que j'ai faits. Et ça piquait un petit peu ma curiosité. Mais en même temps, c'est sûr que, bon, j'ai fait beaucoup d'enregistrements où il était question de la conscience, de l'éveil, de la programmation, donc des sujets dans certains cas qui pouvaient être à caractère occulte. Puis là, j'aborde des sujets plus terre à terre. Et à la base, ma chaîne n'était pas consacrée à l'investissement parce que vous avez sur YouTube des chaînes qui sont essentiellement là, consacrées donc à l'épanouissement financier, l'investissement, la richesse, ce genre de choses-là, ce qui n'était pas mon cas. Mais j'accorde beaucoup plus d'importance à ce type de sujet-là qu'avant. Et c'est sûr que je peux comprendre qu'une partie de mon public n'a pas nécessairement un intérêt en même temps que moi pour étudier, entre autres, les moyens à prendre pour s'enrichir ou la bourse. Et c'est correct. Chaque chose est vécue par chacun en son temps. Donc, et c'est sûr que en abordant d'autres sujets que ceux que j'abordais traditionnellement dans mes enregistrements, ben c'est sûr que ça se peut que ça ne plaise pas à une partie de mon public, puis c'est correct. C'est un peu comme par rapport à moi, si quelqu'un, dans le fond, ferait des enregistrements par rapport au jardinage, là, au moment où je vous parle, au mois d'octobre, c'est pas le temps pour ça. Donc, c'est sûr que je ne ferai pas du jardinage à l'extérieur dans les prochains mois. Donc, je me détournerai de ce type d'enregistrement, même si la personne pourrait parler avec clarté, d'une manière très bien documentée du sujet, avec des références, avec passion même. C'est pas nécessairement que le sujet n'est pas intéressant, c'est que ça m'interpelle pas. Puis chacun a des besoins, puis chaque chose en son temps. Mais le point, c'est que dans le fond, c'est souvent à travers des expériences qu'on va développer certaines choses. Dans mon cas, ce qui m'a amené à développer davantage la volonté d'être riche, ça a été l'expérience que j'ai vécue l'été passé, c'est-à-dire lors de l'été 2023. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été confronté à un problème de santé quand même important. Au fil des jours, j'allais uriner, le jet urinaire était de plus en plus moindre et ça m'occasionnait des douleurs. Donc, de jour en jour, ma situation se dégradait. À chaque fois que j'allais uriner, j'avais pas le goût d'aller uriner parce que ça me faisait mal à chaque fois. J'avais peur que l'urètre bouge complètement, puis en effet, sa taille avait beaucoup rétréci. Plus précisément du méa urétral, donc le bout du pénis, ça me faisait très mal et donc j'avais consulté mon médecin de famille ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait acheminé un papier de référence pour que je rencontre un urologue dans le réseau public. Naturellement, dans les jours qui ont suivi, j'ai pas été contacté et je ne l'ai pas toujours, je ne suis toujours pas contacté. Ça fait un peu plus d'un an. De ça, au mois d'octobre, c'était au mois d'août 2023 et j'ai aucune nouvelle. Mais entre-temps, j'ai été au privé. Donc, dans le réseau privé, en ayant l'argent, j'ai pu rencontrer un urologue rapidement. Et j'ai été même opéré la journée même que je l'ai rencontré. J'ai beaucoup de gratitude pour lui qui a accepté de m'opérer parce que ma situation était problématique. Puis j'ai pas été opéré avant que l'urètre bouge totalement. Parce que si l'urètre avait bouché totalement, puis il a fallu que je me présente à l'urgence. Donc j'aurais été sans doute opéré, sauf que la personne qui m'aurait opéré n'aurait peut-être pas eu les compétences de l'urologue. Le médecin urgentologue aurait sans doute fait quelque chose, ça aurait débrouillé, mais il n'y aurait pas nécessairement eu la spécialisation de l'autre qui passe sa journée à transiger avec des problèmes d'urètre, là, naturellement. Donc, le point ici, c'est que j'ai eu un service de qualité dans le privé
Et suite à ça, après l'opération, ben, j'ai un suivi à peu près à tous les 6 mois avec un urologue qui me coûte 225 En allant dans le privé aussi, j'ai réalisé le modus operandi de la clinique avec laquelle je fais affaire, c'est-à-dire qu'on vous demande de payer avant de bénéficier du service. Comme avant l'opération que j'ai eue l'été passé, il a fallu que je paye, c'était à peu près 2000 $. Donc, il fallait que je sorte l'argent. Ils m'ont fait payer à la carte de crédit le médecin. Puis après ça, ils m'ont opéré. Donc, pour être sûr que je paye et que je ne sois pas un mauvais client. Donc, le point, à ce moment-là, j'étais heureux d'avoir l'argent parce que ça menaçait ma qualité de vie. Ça m'a fait réaliser aussi à quel point le réseau de santé au Québec, c'est un réseau de santé qui ne répond pas nécessairement aux besoins de tout le monde. Normalement, moi, j'ai été, c'est sûr, très contrarié. Depuis que je suis jeune, que je vis au Québec, à chaque fois que j'achète des produits, je paye des taxes. Depuis ma naissance ici. Et quand vient le temps de demander un service, je ne demandais pas de la chirurgie plastique ou esthétique. Je demandais tout simplement à ce que mon problème d'urètre soit réglé pour que je sois capable d'uriner normalement. Donc, naturellement, je ne l'ai pas eu dans le réseau public et j'ai toujours pas été contacté par ce réseau, mais cet incident-là, cet événement-là, a fait germer en moi la volonté d'être riche en disant « ça n'a pas de bon sens ». Le réseau public au Québec laisse dans le domaine de la santé à désirer et c'est important d'avoir une marge de manœuvre financière pour être capable d'avoir des soins de santé décents qui répondent aux besoins. Donc, et là, cette prise de conscience-là de l'importance de l'argent m'a amené par la suite à m'intéresser sur des moyens d'économiser, m'a amené aussi à m'intéresser, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet, entre autres au fonds négocié en bourse. Et c'est sûr que suite à cet événement-là, qui m'a créé un choc en voyant ce qui se passe par rapport au réseau de la santé concrètement, parce que c'est sûr que comme tout le monde qui vit au Québec, j'ai écouté des bulletins de nouvelles avec des histoires d'horreur de patients qui attendent des délais qui n'ont pas d'allure dans des urgences d'hôpitaux, voire des gens, il y avait 2 patients qui étaient morts, tu sais, ça n'a pas de bon sens, je ris, mais c'est pas drôle, là. C'est tellement absurde. À Châteauguay, donc c'est des patients qui étaient morts en attendant de rencontrer un médecin à l'urgence. Bon, ben, ça veut dire que des fois, l'attente est tellement longue que les gens ont le temps de mourir. Donc, ça, c'est des éléments qui n'ont aucun bon sens, qui n'ont aucun d'allure. Et pour pallier face à un réseau de la santé déficient, qui risque de le devenir davantage dans les prochaines années, la population est vieillissante au Québec. Dépassé l'année 2030, il y a à peu près 1 personne sur 3 qui va être âgée de 65 ans et plus. Or, les gens qui avancent en âge ont besoin davantage de soins de santé. Et à ce moment-là, ben, de ressources pour répondre à leurs besoins, comme des médecins, des infirmières. Et donc, est-ce que la pénurie de médecins et d'infirmières va se résorber dans les prochaines années? J'ai des sérieux doutes. Et je doute la compétence de nos dirigeants à gérer adéquatement les ressources. Donc, par rapport à tout ça, où est-ce que j'en suis? Ben, j'en suis à développer la volonté d'être riche. Mais je comprends qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement sa volonté-là de s'enrichir, qui sont peut-être moins intéressés par rapport à mes enregistrements liés aux investissements ou aux fonds négociés en bourse, dont j'ai fait l'étude méticuleuse dans les derniers mois. Et c'est correct. Chacun vit ses choses en son temps. Et je dois dire, pour être honnête avec vous, qu'il y a plusieurs années, en fait, il y a environ 10 ans, lors de l'année 2014, j'avais discuté avec une personne par rapport au fonds, dans le fond, en fait, je dis le fonds, mais en fait, c'est l'action plutôt de Berkshire Hathaway, en fait, le célèbre produit financier qui a été développé par Warren Buffett. Donc, par rapport à sa compagnie qui s'appelle Berkshire, on va essayer de le prononcer comme il faut en anglais, Hathaway, qui a une action incorporée classe B.
En fait, on m'avait déjà parlé de ça il y a environ 10 ans. À l'époque, l'action était au coût de 127 $. On m'avait expliqué, dans le fond, que c'était une action de grande valeur parce que Warren Buffett est multimilliardaire. Donc, est-ce que sa stratégie fonctionne? Ben, je pense qu'elle donne de très bons résultats. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui développe une formule d'investissement en bourse ou si la personne donne des cours en bourse, puis là, la personne est pauvre, je pense qu'il y a une incohérence. Par contre, si la personne applique ce qu'elle dit, puis elle devient multimillionnaire ou multimilliardaire, comme le cas de Warren Buffett, ce célèbre investisseur américain, ben, ça se peut que sa stratégie d'investissement financier donne des résultats. Donc, on m'avait parlé de ça. J'avais même vu un document qui expliquait d'année en année que ça battait l'indice boursier du S&P 500 avec une moyenne de rendement de 19%. Donc, ce qui est énorme par année, en général, sur plusieurs décennies, là, pas juste 2-3 ans, qu'on peut dire, ouais, ça a été un coup de chance que la personne a eu dans sa gestion. Non, non. Ça se maintient dans le temps. Il y a une constance. Et à l'époque, l'action était de 127 $. Et à peu près 10 ans après, là, je la regarde en date d'aujourd'hui, est à 452 $. Donc, il y a eu une croissance considérable, là. En 10 ans, la valeur de l'action a plus que doublé. Sauf qu'à l'époque, quand on m'avait parlé de ça ou de l'investissement en bourse, donc j'étais un peu moins ouvert que ça aujourd'hui. Donc, on m'avait mis en garde que, bon, si tu places de l'argent, tu peux la perdre. J'étais plutôt peu heureux. Ouais, disons les choses comme étant en tant que telles. Je me faisais pas nécessairement confiance pour faire la gestion par moi-même d'un portefeuille d'investissement. J'étais plus dans la mentalité, ben, vaut mieux laisser ça à des conseillers financiers ou à des professionnels. Alors qu'en réalité, j'aurais pu tout simplement acheter cette action-là qui, dans le fond, a pris au moins 3 fois sa valeur depuis 10 ans. Et par la suite, ben, m'enrichir en gérant moi-même ou des fonds négociés en bourse. Mais je n'étais pas encore prêt. Qu'est-ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui m'a donné la volonté d'être riche, qui est l'objet de l'enregistrement et de développer des compétences en matière financière, être capable de lire un placement, que ce soit une action ou un fonds négocié en bourse ou autre. Ça a été, entre autres, l'incident de l'été passé où j'ai réalisé que 1 plus 1 font 2, c'est-à-dire que le réseau de la santé actuellement est déficient. Et quand j'allais dans la salle d'attente, il y avait des livres pour les hommes qui sont atteints du cancer de la prostate, parce que c'est sûr, c'est un problème lié à l'urètre, puis à l'organe génital masculin. Et là, je me suis dit, OK, il y a des gens, là, je voyais des messieurs âgés qui étaient là dans la salle d'attente. J'ai dit probablement qu'il y en a qui ont des problèmes importants à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ça peut être une question de vie ou de mort si la personne n'est pas traitée dans un délai adéquat. C'est-à-dire que si le cancer se propage à l'ensemble de l'organisme, ça peut être fatal. Et à ce moment-là, si la personne est dans le réseau public puis elle attend plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un cancer localisé soit traité, ben ça se peut que s'il attend plusieurs mois ou plusieurs années, ben le cancer se généralise puis la personne meurt de ça. Donc, ça peut faire une différence entre la vie et la mort, avoir ou non des économies, une marge de manœuvre financièrement, puis des outils qui nous permettent de s'enrichir. Ça va jusque-là. Mais cette réalisation-là, avant que l'été 2023, je l'avais pas faite. Je savais que oui, il y a de l'importance dans le fond, avoir un fonds d'urgence avec de l'argent de côté s'il arrive quelque chose. J'avais une certaine importance aussi de la valeur de l'argent. J'avais en tête que, un peu comme les gens d'une génération qui me précède avaient tendance à le dire, la personne qui n'a pas de dette, elle est riche parce qu'elle n'est pas en situation de soumission à celui qui lui prête l'argent, qui peut le manipuler ou lui faire du chantage. Donc, j'avais comme mentalité de ne pas avoir de dette dans la vie, ce qui est quand même un bon départ. Pour pas être à la merci de quelqu'un qui m'exploite, qui me amène à me soumettre à une espèce d'esclavage à travers les intérêts composés qu'il peut me charger, qui sont faits de manière à ce que ça soit extrêmement difficile de m'en sortir.
Puis c'est une espèce de cercle vicieux, un peu comme quelqu'un, par exemple, qui va contracter un prêt pour s'acheter une maison sur 25 ans, puis en bout de piste, on réalise que le prêt de ce qu'il va avoir remboursé sur 25 ans va être supérieur à la valeur de la maison. Donc, si quelqu'un, par exemple, demande un prêt pour une maison qui vaut 400 000, peut-être qu'au bout de 25 ans, la personne n'aura pas remboursé 400 000, mais avoir remboursé peut-être 1 million. Parce qu'avec les intérêts composés qui peuvent jouer en sa défaveur, elle peut peut-être payer 2 ou 3 fois la valeur de sa maison à cause des intérêts qui, dans le fond, vont s'additionner au fil des ans. Alors que si, au contraire, la personne fait des placements puis elle utilise la même mécanique pour s'enrichir, ça fait une grosse différence. Ça me fait penser un petit peu à une anecdote qu'on m'a partagée. En fait, j'avais déjà discuté dans le passé avec une personne qui, lors des années 1980, alors que le Canada est extrêmement endetté, il y avait des obligations du Canada alors qui étaient émises, qui donnaient un taux d'intérêt composé de 18% par année. Donc, le Canada était au bord de la faillite, ça allait extrêmement mal, et curieusement, c'était une période où ce que Trudeau père, donc le père de Justin Trudeau, était au pouvoir du Canada, et peut-être que le fils réalisera une œuvre plus grande que son père en termes d'endettement. Peut-être que Justin Trudeau va battre le record de son père dans les années 80 pour endetter le Canada à grande vitesse. Chose à voir dans les prochaines années, mais bref, le Canada allait très mal sur le plan économique. Et pendant ce temps-là, les gens qui avaient acheté des obligations du Canada s'enrichissaient avec les intérêts composés de 18%. Et la même personne avait une autre personne qui était sa voisine avec laquelle elle discutait. Et elle et sa famille étaient très stressés parce qu'à cause des taux d'intérêt qui étaient très élevés à l'époque, elle était sur le point de perdre sa maison. Donc, elle vivait du stress. Donc, d'un côté, il y a une personne qui empoche un taux d'intérêt avec des rendements élevés, puis elle ne vit pas le stress financier de perdre sa maison. Et d'un autre côté, il y en a une qui souffre du système. Et bien entendu, en lien avec cette situation-là, ça fait voir l'impact de l'argent. Mais pour ce qui est de la volonté d'être riche, je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2024, je l'ai plus que jamais. Et ma volonté d'être riche, c'est pas pour m'acheter une auto de luxe ou une maison avec une piscine là, avec une grandeur incroyable. Non, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de me payer des soins de santé décents pour moi ou pour mes proches, comme ma compagne ou ma fille. Donc, c'est sûr que la situation est un petit peu dramatique parce que moi, j'ai osé te parler de mon problème de peau au pénis, sujet qui était sans doute tabou par rapport à mes ancêtres, de lichen scléreux atrophique qui peut faire en sorte que la peau peut amener à boucher l'urètre, entre autres, à des gens de la famille. Puis finalement, en discutant, j'ai réalisé qu'il y avait 2 personnes de ma famille qui, dans le fond, sont confrontées à une problématique similaire, ce qui fait que peut-être une composante génétique. Et c'est sûr que par rapport à ce problème-là, il est survenu après la naissance de ma fille. Et donc, je ne savais pas que ça pourrait se dégrader à ce point-là, mon problème de peau. Par la suite, c'est sûr que si j'ai une marge de manœuvre financière, puis un jour ma fille a besoin de rencontrer un spécialiste par rapport à ce type de problème, je vais être content d'avoir l'argent. Je ne souhaite pas que ça arrive. Donc, c'est sûr que je bénis pour que ça soit en santé totale de son corps, peu importe l'organe, soit optimal. Mais dans la vie, il ne faut rien prendre pour acquis, il faut être prêt à faire face à toutes sortes d'éventualités. Et là, c'est sûr qu'au moment où je vous parle, il se développe de plus en plus au Québec ce qu'on appelle la médecine à 2 vitesses. Ça a déjà commencé, mais par rapport au réseau de la santé publique qui est pitoyable, c'est un mouvement qui va sans doute s'accélérer dans les prochaines années. En fait, j'ai été, dans le fond, il y a quelques semaines,
pour le suivi par rapport à ma situation, par rapport à l'urètre, parce que d'un côté, j'ai été opéré, mais par la suite, c'est un suivi à peu près aux 6 mois qui est recommandé pour voir un urologue. Donc, j'étais content de rencontrer l'urologue au privé. Et cette fois, ma mère m'accompagnait. Donc, et là, ma mère, comment dire, elle m'a accompagné, elle était un peu surprise. On va, dans le fond, parce que c'est un lieu à Québec, situé dans le secteur de Le Bourgneuf, où l'urologue que je consulte a sa clinique. Et puis, donc, elle vit à Québec. J'ai passé un peu de temps donc avec elle, et puis on a été là. Et, elle dit, c'est un bâtiment qui est neuf. Et ensuite, on était au bureau de l'urologue. C'était un local qui était neuf, c'était propre. Elle l'a remarqué. Il y avait 2 secrétaires à la réception qui étaient polis, qui étaient courtoises. Elle l'a remarqué aussi. Et quand que je suis arrivé à la réception, j'ai, dans le fond, signalé ma présence pour mon rendez-vous à l'une des secrétaires. Et donc, le rendez-vous était prévu à 11h30 et je suis arrivé vers 11h15, donc quelques minutes à l'avance. Et tout de suite, la secrétaire a convoqué le médecin qui est venu me chercher. J'ai pas attendu. Ma mère était surprise. Elle dit, « Hein? Il n'y a pas personne dans la salle d'attente? Puis tu rencontres tout de suite le médecin? » Ben oui, j'ai dit, c'est ça le privé. Parce que, naturellement, le réseau public, quelqu'un qui va prendre un rendez-vous avec un médecin dans le réseau public, il peut avoir, il va y avoir sans doute plusieurs personnes dans la salle d'attente. Des fois, il peut y avoir un décalage d'une demi-heure, 1 heure, tout dépendant. Mais lui, j'ai comme un très bon service. J'arrive, il n'y a pas personne qui attend avant moi. C'est comme s'il m'entendait, là, tu sais. Je ris, mais bon. Et j'ai été servi, j'ai eu un service qui était correct, qui était courtois. Et dans le fond, il était poli, les secrétaires aussi. Tandis que, ça c'était au privé, pardon, tandis qu'au public, la secrétaire du médecin, c'est syndiqué, elle peut être bête ou elle peut être désagréable, mais comme elle est syndiquée dans le réseau de la santé, ils ne peuvent pas la mettre à la porte, sauf si ça fait une faute grave. Même chose pour d'autres membres du personnel, comme infirmières, etc. Donc, des fois, il y a des hôpitaux qui sont sales, qui sont pas propres. Les gens, ils courent à droite puis à gauche, sont stressés. Tandis que le médecin que j'ai rencontré, il n'y avait pas d'autres patients qui attendaient avant moi. Quand il m'a parlé, il était calme, il était concentré. Je ne sentais pas qu'il était à la course pour rencontrer un autre patient après moi. Ça a été correct comme consultation. Donc, d'un côté, il y a le réseau public que des fois, l'environnement ou la qualité du service du professionnel laisse à désirer, puis tu as le privé. Fait que puis pour avoir le privé, ben, il faut que tu payes. Ça prend de l'argent. À un moment donné, j'avais déjà discuté, j'avais, dans le fond, une conversation avec mon beau-frère. Lui, il avait un problème de genou. Il m'expliquait que s'il va au privé, c'est une opération qui coûte 30 000 $. Par contre, il passe plus vite que d'aller dans le public. Mais ça prend l'argent pour avoir l'opération puis avoir la qualité de vie. Et toutes ces prises de conscience-là m'ont fait réaliser l'importance d'être capable d'avoir de l'argent dans la vie. Et ça m'a amené à générer en moi la volonté d'être riche. Non pas pour m'acheter un yacht de luxe ou de faire des voyages dans l'ultra luxueux hôtel à Dubaï avec plusieurs étages et avec des meubles en or et avec des bordures d'or dans les chambres, là. Mais non, c'est tout simplement pour avoir accès, si j'en ai besoin, à des soins de santé décents. Même chose par rapport à mes proches. Donc, par rapport à tout ça, ça m'a amené, entre autres, à m'intéresser, comme je disais, aux investissements à la bourse, mais ça a amené aussi un changement dans mon rapport par rapport à mon père qui est décédé, avec lequel j'ai une relation conflictuelle. En fait, mon père, lui, il venait d'un milieu défavorisé.
Donc, il provient du secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a déménagé quand il était plus jeune à Québec pour étudier à l'Université Laval en comptabilité pour améliorer son sort. Et il a réussi à se placer au gouvernement. Il y avait une permanence de poste comme comptable. Et dans le fond, ma relation conflictuelle avec mon père, pourquoi j'en parle? C'est parce que lui, il avait une volonté d'être riche, puis il avait sans doute souffert dans son enfance d'une situation de précarité, une situation où il n'y avait pas beaucoup d'argent par rapport à sa famille, qui était nombreux. Il vient d'une famille de 9 enfants. Donc, et aujourd'hui, avec le recul, parce qu'il a été très exigeant envers moi, dans le sens que si, par exemple, j'échouais à un examen de français, il me faisait une crise, il se mettait à crier après moi. Il était agressif, il était dominateur aussi, avec moi puis avec ma mère, mon frère aussi. Et puis, dans le fond, tu sais, il exigeait tout le temps l'excellence, la perfection. Quand que j'étais plus jeune, j'étais inscrit à une équipe de soccer, ce que les Européens vont dire le foot, de manière récréative, puis ils me mettaient de la pression pour que je performe. Alors que ma volonté, c'était de jouer au soccer tout simplement pour m'amuser. C'était pas pour devenir un athlète sportif d'envergure internationale. Donc, lui avait la volonté d'exceller dans tout ce qu'il faisait, mais surtout la volonté d'être riche. Il valorisait les études comme moyen d'accéder à la richesse. Et en lien avec ça, avec le recul, parce que lui, dans le fond, à un certain niveau, quand que j'étais jeune, il m'a écrasé, il m'a dominé. Donc, il m'exigeait de hautes exigences en termes de performance scolaire, académique. Puis lui, sans doute, dans sa perspective, c'était pour mon bien, pour que je sois riche, pour que je ne connaisse pas une situation de pauvreté ou de limitation comme il a connu dans son enfance. Sauf que la volonté d'être riche qu'il avait, dans le fond, puis à quelque part, son comportement de domination, c'était dans une optique dans le fond, sans doute qu'il voulait faire en quelque part le bien, puis que je sois aussi riche que lui ou même plus. Dans le fond, c'est sûr, avait ses limites, il manquait de psychologie. Donc, il prenait mal la vie aussi. Il était très exigeant envers lui-même et les autres. Il est décédé d'un cancer de l'intestin à l'âge de 45 ans. Sauf que le point, avec le recul, parce que lui, dans le fond, il est mort en 1998 d'un cancer, ce que je peux réaliser, c'est qu'il avait tout fait de son vivant pour être riche. Et c'est quand même impressionnant parce que j'ai discuté avec une personne il y a quelques jours qui travaille pour le gouvernement provincial au Québec, parce que lui, c'est ça qu'il avait comme poste. Il avait un poste au gouvernement. Et en salaire actualisé, en date de 2024, le type de salaire qu'il avait en fonction de l'échelle salariale, son expérience au moment de sa mort, ça représente environ 93 000 $. Donc, c'est quand même un salaire élevé. Mon père épargnait beaucoup. Et il y avait des placements aussi à la bourse. Donc, il avait tout fait de son vivant pour être riche. La volonté d'être riche, là, lui, il l'avait, pas à peu près. Il vivait avec ma mère en logement. Donc, c'était la même maison familiale que mes beaux-parents. Pas mes beaux-parents, mes grands-parents. Donc, ma grand-mère vivait au premier étage, ma mère au deuxième avec mon père. Et à ce moment-là, ça leur permettait d'avoir un loyer qui coûtait moins cher que si il y aurait eu à payer, dans le fond, un loyer dans une autre maison ou un immeuble à logement. Donc, il y a plusieurs éléments, en fait, qui avaient été mis en place pour vraiment que mon père soit riche. Au moment de sa mort, s'il aurait continué comme ça avec les placements en bourse, donc il aurait été vraiment très riche. Sauf que la volonté d'être riche qu'il avait n'était pas pondérée par une psychologie évolutionnaire ou une psychologie de croissance personnelle tout court.
Et c'était là la problématique. Donc, ça manquait d'équilibre. Et par contre, le point, c'est que tant aussi longtemps que j'ai pas vécu mon choc l'année passée avec mon problème de santé qui m'a fait réaliser à quel point c'est important d'avoir de l'argent pour pouvoir aller au privé si on a un problème de santé. Je comprenais pas la psychologie de mon père, dans le fond, par rapport à cette volonté-là d'être riche, obsessionnelle, là, si on peut dire. Là, parce que mon père dépensait pas beaucoup. Par la suite, il y avait ses placements boursiers. Il y avait son salaire qui était très élevé avec fonds de pension. Donc, tu sais, comment dire, avec le recul, je peux comprendre que probablement que quand il était jeune, là, j'ai pas tous les détails, puis probablement que les gens de ma famille qui ont évolué dans le même contexte que lui vont pas s'inventer, mais dans le fond, ce qu'un de mes oncles m'avait dit, c'est que dans sa famille, un oncle que j'ai eu qui était le frère de mon père, c'est qu'il était limité sur le plan de la nourriture. Ensuite, des fois aussi, autrefois, les gens portaient les mêmes vêtements que leurs frères et sœurs pour faire des économies. Où il y avait toutes sortes de choses qui étaient en lien avec le... Moi, j'ai l'impression, ce que j'ai capté dans le fond récemment, puis ça m'a comme réconcilié aussi à un certain niveau avec mon père parce que, dans le fond, j'ai souffert dans mon enfance d'une relation de domination de sa part. Et aujourd'hui, j'ai réalisé qu'à quelque part, probablement qu'il a souffert d'une situation de pauvreté. Et par la suite, pour compenser, ben, il a eu la volonté d'être riche. Et il a tout fait pour y arriver. Et s'il n'y avait pas eu le cancer en lien avec l'état de ses placements, lui était comptable comme profession, donc il savait calculer. Bon, ben, probablement qu'il serait devenu très riche là, dans les années qui ont suivi. Sauf que, naturellement, il ne faut pas que la volonté d'être riche aveugle au respect de l'autre, à la sensibilité, l'écoute, la compassion. Donc, ça a ses limites aussi. Mais c'est souvent à travers les chocs de vie qu'on développe certaines choses. Un peu comme, par exemple, des immigrants qui ont l'American Dream, qui est véhiculé à travers le cinéma. Donc, le fameux rêve que si les gens vont vivre aux États-Unis, en Amérique, ils peuvent devenir multimillionnaires en devenant des entrepreneurs, en lançant des entreprises. Donc, ce rêve américain de richesse et de prospérité qui est véhiculé à l'international, entre autres à travers le cinéma puis l'idéologie américaine, vont interpeller des gens qui veulent, à quelque part, se sortir d'une situation de pauvreté. Et je peux comprendre un peu, d'une certaine perspective, ce qui arrive avec les immigrants illégaux qui vont franchir la barrière au sud des États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, qui vont venir de pays d'Amérique du Centre ou d'Amérique du Sud qui sont confrontés avec des cartels de la drogue, des problèmes liés au gangstérisme, à la corruption généralisée, etc. Dans un certain sens, je peux comprendre que les gens souffrent tellement qu'ils vont commettre des actes illégaux, comme franchir une frontière d'une manière illégale, au péril même de leur vie. Donc, et ça, c'est sûr que c'est un peu tragique comme situation. En fait, ce que je dois dire, c'est que la vie sur Terre que nous connaissons est anormale. Donc, pour moi, au niveau de ma conscience, mon esprit, c'est anormal que si j'ai un besoin, j'ai un problème de santé, que je n'ai pas accès à la ressource par le gouvernement, surtout que depuis ma jeunesse, je paye des taxes sur chacun des produits que j'achète. Mais il faut compenser cette situation-là anormale par l'intelligence qu'on peut avoir, puis d'agir en conséquence. En fait, ce que je dois dire, c'est souvent à travers, puis je vais probablement conclure l'enregistrement là-dessus, c'est probablement à travers des chocs de vie qu'on développe certains types de volontés. La volonté de mon père, c'était de se sortir d'un milieu de pauvres limité pour accéder à un confort matériel, à une forme de richesse. Donc, il y avait la volonté d'être riche. Cette volonté-là, pour l'avoir, ben, souvent, il faut souffrir, un peu comme les immigrants qui vont provenir de pays qui sont déchirés par des conflits armés, la guerre, qui vont chercher à améliorer leur sort.
à travers, entre autres, le travail et l'arrivée aux États-Unis, ben, c'est sûr que dans certains cas, malheureusement, il y en a qui vont devenir millionnaires peut-être, mais c'est pas tout le monde, c'est ça l'affaire. Mais l'idéologie américaine, la propagande va faire miroiter le rêve américain à plein de monde. Alors qu'objectivement, c'est pas tout le monde qui va améliorer leur sort, donc il faut être prudent par rapport à tout ça. Mais la volonté d'être riche, c'est ça. Si je n'avais pas souffert l'été passé de ce problème-là de durette, probablement que j'aurais pas fait dans les derniers jours des enregistrements en lien avec l'investissement, les fonds négociés en bourse. D'ailleurs, j'ai fait une liste de lecture en lien avec mon compte YouTube par rapport à l'investissement, parce que là, je vais probablement faire d'autres enregistrements. Donc, probablement que je ne m'aurais pas intéressé autant à la bourse, un peu comme en 2014, où j'ai eu la chance d'avoir des informations par rapport à ça, par rapport à l'investissement, mais je n'avais pas passé à l'action. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent présentement ou qui ont écouté mon enregistrement sur les fonds négociés en bourse, qui sont exposés à l'information, mais qui ne passeront pas nécessairement à l'action pour faire des investissements boursiers. Et c'est correct, chacun doit vivre sa vie, et d'autant plus que je ne donne pas de conseils en matière d'investissement financier, bien que je fais l'étude de fonds boursiers. Donc, et avoir passé par l'étape en 2014 où on me présente l'information sur un plateau d'argent, mais que je fais rien avec. Puis là, finalement, j'attends 10 ans, puis finalement, je réalise que c'est vrai l'histoire que ça prend 19% de valeur. Parce qu'au début, j'étais sceptique. Je me dis, voyons, ça se peut pas. Puis moi, j'étais très sceptique. Là. Je me suis dit, puis là, j'avais les chiffres. Par rapport à l'action là, de Warren Buffett sur plusieurs années, là, j'avais des chiffres sur 20, 30, au moins 20 ans, là, je ne sais pas 30 ans, mais au moins facilement 20 ans, comme de quoi que ça donnait 19% de rendement. Puis je croyais pas. J'ai dit, voyons, ça se peut pas que ça soit si simple que ça de mettre l'argent là-dedans, puis qu'au bout de 10 ans, ça a plus que doublé de valeur, puis c'est de même de manière exponentielle. Mais non, finalement, je réalise que c'est ça. Mais je ne suis pas très vite. Ça m'a pris comme 10 ans de réaliser ça. Puis aujourd'hui, ben, je réalise que c'est ça le système. Puis, parce qu'il y a un autre volet aussi. C'est que par rapport à la bourse, en 2014, j'écoutais des enregistrements sur Internet, puis ils disaient que ben, il y a des gens, là, il y a des lanceurs d'alerte. Tu sais, je pense à... Bon, je ne vais pas nécessairement les nommer, mais il y en a plusieurs qui vont dire ben, le système financier va s'écrouler, c'est juste une question de temps, les États-Unis ne peuvent pas éternellement s'endetter, puis repousser toujours d'une manière plus grande le plafond de la dette plus haut. Même chose pour la France, le Canada, voyons, ça se peut pas, mais oui, ça se peut! En 2024, je suis obligé de vous dire que ça se peut. On continue, le Canada, on est rendu au-dessus d'un milliard de dollars de la dette. La dette était à peu près à 600 milliards quand que Justin Trudeau est arrivé au pouvoir. Probablement que dans 10 ans, ça va peut-être être 2000 milliards ou... mais je ne sais pas trop. Même chose pour la France, ils sont au-dessus de 1000 milliards. C'est comme... non, j'ai l'impression que... dans une logique individuelle, quelqu'un qui s'endette tout le temps, à un moment donné, il va faire faillite. Ça ne peut pas tenir tout le temps la route. Mais des États-nations comme les États-Unis, ben, j'ai l'impression que ça tient la route. C'est pour ça que présentement, j'investis entre autres en lien avec des fonds négociés en bourse américains. Donc, puis les Américains, ben, il y a une partie d'eux, pas tout le monde, mais il y a une partie d'eux qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. La volonté d'être riche est là. La CIA va fomenter des coups d'État au Guatemala, où il y a plusieurs années, il avait été en Ukraine pour, dans le fond, il avait donné des armes, il avait même formé des gens pour se rebeller contre l'URSS, parce que l'Ukraine avait une volonté de se séparer de l'URSS avant qu'elle soit dissoute, donc le régime soviétique. La CIA va un peu partout dans le monde, va faire toutes sortes de choses pour, en fait, on va dire, c'est pour la démocratie, mais ça peut être pour de l'argent aussi. Donc, mais moi, c'est sûr, je suis très critique par rapport aux dirigeants américains. C'est sûr qu'il y a une différence entre les dirigeants et le peuple, là.
mais il y a des gens aux États-Unis qui sont prêts à faire n'importe quelle combine pour faire de l'argent. L'un des chocs que j'ai eu dans les dernières semaines, c'est que j'ai fait le tour des différents pays parce que avec iShares, qui ont des fonds négociés en bourse, il y en a par rapport à différents pays. Et j'ai fait une recherche par rapport à différents pays qu'on dit développés, comme par exemple l'Allemagne, et j'ai regardé les rendements. Là, je voyais que c'était moins intéressant que les États-Unis. Ensuite, j'ai regardé la Chine, parce qu'on dit que la Chine, c'est une des superpuissances avec la Russie et les États-Unis. J'ai regardé les rendements par rapport à la Chine. Dans les dernières années, il y avait des rendements négatifs par rapport au fonds négociés en bourse d'iShares. J'ai regardé ensuite le Japon, qui est quand même un pays développé. Là, sur le plan technologique, il y a plein d'innovations au Japon. Je voyais que c'était encore plus bas que le rendement du SP500. Ensuite, j'ai été voir par rapport quand je dis SP500, c'est parce que c'est en lien avec les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Ensuite, j'ai été voir à Dubaï. J'ai dit à Dubaï, je m'attends à ce qu'il y ait un rendement élevé. C'est là que il y a des gens qui sont très riches. Tu as plusieurs millionnaires qui vivent du pétrole. J'ai dit, l'économie, normalement, devrait être florissante. Mais non. C'est là ce que les gens sont dans l'ultra-luxe. Normalement, je m'attendrais à un rendement qui est élevé. Ben non, j'ai fait tous les pays du monde. Ben, pas tous. Je ne les ai pas tous passés par un, mais j'ai été voir différents secteurs. J'ai été voir l'Angleterre, j'ai été voir la France, l'Australie. J'ai été voir par la suite la Finlande, des pays nordiques. J'ai fait différents pays. Puis finalement, j'en viens tout le temps en conclusion que c'est les États-Unis qui ont la plus grande économie. Et que c'est eux autres qui donnent les meilleurs rendements. Fait que je me suis intéressé d'une manière détaillée et pointue au SP500, au Nasdaq, puis les fonds négociés en bourse qui est reproduit. Pour ce qui est du SP500, il y a le VOO en argent US. Et pour ce qui est du Nasdaq, il y a le QQQ en argent américain. C'est pas un mot cochon, là. Ou le XQQ en argent canadien qui reproduit l'indice du Nasdaq 100. Donc, j'ai mentionné à titre indicatif, mais ce n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Mais bref, j'ai fait le tour, puis finalement, je me rends compte que c'est vraiment les États-Unis qui ont la volonté d'être riches, en termes de pays, là. Et là, à un moment donné, j'ai été écouter une série d'épisodes documentaires, ça s'appelle Big Vap. Vous savez, l'émergence des vapoteuses, là, la cigarette électronique. Bon, ça a pris racine aux États-Unis. Donc, c'est un exemple de start-up, c'est-à-dire d'entreprise américaine qui a été lancée. Et en quelques années, par rapport au vapotage, il était question d'une compagnie en particulier, eh bien, la compagnie a tellement gagné de valeur qu'elle était rendue à 14 milliards de dollars en quelques années. Là. Donc, il faut le faire là, de zéro à une capitalisation, pas de millions, milliards de dollars, 14 milliards de dollars. Donc, c'est quand même impressionnant. Et c'est sûr que quand je regarde la croissance fulgurante du SP500, ça c'est un exemple d'entreprise parce qu'il y a des compagnies qui prennent beaucoup de place ou qui valent des milliards, là, tu sais. Mais ça, c'est un exemple d'illustration de la volonté d'être riche. Tu sais, les gens qui s'occupent de cette compagnie-là de vapotage, ils passent de 0 à 14 milliards. Tout est expliqué dans Big Vap. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des travers de tout ça parce que c'est une volonté qui peut aveugler. Par rapport au développement de la cigarette électronique, naturellement, ce qui était question par rapport aux gens qui ont développé ça, c'était une alternative qui était censée être moins nocive que la cigarette traditionnelle. Mais c'est un produit quand même qui avait de la nicotine, donc qui crée une addiction, mais qui était supposé être moins dommageable pour la santé. Donc, c'était vendu comme ça à des investisseurs potentiels en disant que si vous investissez de l'argent pour développer la cigarette électronique naturellement, vous allez faire ça pour que des fumeurs qui sont dépendants à la cigarette traditionnelle aient accès à un produit de substitution qui soit moins toxique, qui soit moins néfaste pour leur santé. Donc, c'était vendu comme ça.
Et une fois que le produit a été développé, c'était deux gars là, qui ont procédé à la conception de cigarettes électroniques. Il y a eu différents prototypes, différents modèles. Et puis, quand est venu le temps de commercialiser le modèle optimal, naturellement, au lieu de faire une campagne de promotion pour s'adresser aux gens qui sont dépendants de la cigarette traditionnelle pour leur offrir une alternative autre, puis cibler ce public-là qu'on disait qu'il était ciblé en priorité, puis c'était pour favoriser la santé. Donc, c'était quasiment une œuvre humanitaire là, de la façon que c'était présenté à la base de développer la cigarette électronique par cette entreprise. Bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas ça qu'ils ont fait du tout. C'est qu'ils ont ciblé les jeunes, les adolescents, puis de montrer que de fumer la cigarette électronique, c'était quelque chose de cool. C'était quelque chose d'agréable. Donc, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Un peu comme les campagnes pour créer la dépendance au tabac chez les jeunes quelques décennies auparavant, qui ont été bannis par la suite. Donc, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, au Canada, c'est interdit de faire la promotion de la cigarette traditionnelle à des enfants ou à des adolescents. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est précisément ce type de public-là qui a été ciblé. Pourquoi? Ben, tu prends un jeune, par exemple, de 16 ans, tu le rends dépendant à la nicotine. Si le jeune a une espérance de vie jusqu'à 80 ans, ou peut-être un peu moins s'il fume, disons 70 ans, ben, ça représente pour l'entreprise un revenu récurrent. Parce que si la personne achète toutes les semaines un refil, une recharge de nicotine à mettre dans la cigarette électronique, ben, ça représente une source de revenus récurrent, une entrée d'argent récurrente. Donc, au niveau d'un modèle d'affaires capitaliste, c'est une belle occasion d'affaires. Fait que ce qui est arrivé, quand j'ai écouté les épisodes de Big Vac, que vous pouvez retracer si vous êtes abonné Netflix, très intéressant, c'est que il y avait une volonté à la base de développer un produit qui se voulait être une alternative de ce qu'on nous disait à la cigarette, puis finalement, quand il est venu le temps de commercialiser, ça n'a pas été ça qui a été fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été utilisé comme produit pour appâter les jeunes, les rendre dépendants de nicotine. Et entre l'intention de base et ce qui a été commercialisé, c'est deux choses, mais en faisant ça, c'est ce qui a permis à l'entreprise de croître rapidement, de faire de l'argent, puis de favoriser une croissance en capital rapide. Parce que là, en quelques années, de 0 à 14 milliards, là, c'est quand même remarquable en termes de richesse. Mais c'est sûr que c'est pas remarquable sur le plan humain. Là, ça fait part des travers de l'humain, de la cupidité, de l'avidité. Mais en même temps, quand je regarde ça avec ma conscience, c'est que les Américains sont pris dans un système où pour avoir des services de santé de qualité, il faut que ça soit au privé. Il faut que les gens paient de leur poche. Autrefois, c'était la même chose au Canada. Donc, dans le temps de mes ancêtres, avant que le réseau de la santé soit nationalisé, ben, la personne qui avait de l'argent, il pouvait bénéficier de soins de santé de qualité, puis les autres, ben, ils étaient laissés pour compte. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, avec le recul, ben, il y a peut-être des gens qui ont la volonté d'être riches aux États-Unis, quoi qu'il en coûte à la santé des enfants, quitte à ce que ça leur donne une dépendance à la nicotine en vendant des produits toxiques, pour avoir l'argent, justement, pour favoriser leur santé. Fait que c'est un petit peu pervers. Quelqu'un peut vouloir avoir une bonne santé en vendant des produits toxiques à des enfants, mais dans le fond, tout ça, c'est un peu un cercle vicieux, le système capitaliste dans lequel on vit quand je regarde ça. C'est sûr, dans un sens, je trouve ça déplorable. Mais dans le fond, c'est ça, en 2014, j'étais comme réticent par rapport au système capitaliste. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui vont être réticents à investir en bourse parce qu'ils vont dire, ben là, c'est des gens qui cherchent le profit, sont avides, qui arrêtent les gens dépendants avec des nouvelles technologies ou avec la cigarette. Sauf que le point, c'est que si la personne ne réussit pas à avoir assez d'argent pour être capable de se payer des soins adéquats de santé, pas des soins de luxe puis de chirurgie plastique. C'est juste être capable d'avoir quelque chose de base, ben, c'est la personne qui en souffre le prix. Puis là, après ça, on est confronté à des dilemmes moraux. Dans un sens,
par rapport à la façon qu'est gérée Wall Street, parce que j'ai écouté beaucoup de documentaires, de films, je suis très critique par rapport à eux autres. Sauf que le point, je suis obligé d'admettre qu'en termes de rendement boursier, c'est vraiment le système capitaliste américain qui donne les meilleurs résultats financiers. Pas nécessairement les meilleurs résultats sur le plan humain ou cosmique. Sauf que, dans le fond, comment dire, la situation que j'ai vécue puis ce que j'observe m'amène à avoir un certain recul par rapport à certaines situations ou certains jugements ou avoir un certain changement de perspective. Puis aussi une nécessité, dans le sens que si la personne est critique par rapport à tout, puis elle ne fait pas d'investissement ou elle ne va pas sur la bourse, etc., puis elle laisse son argent dormir dans ses tiroirs, puis l'argent se dévalue avec le temps à cause de l'inflation, ben c'est pas nécessairement intelligent. D'ailleurs, Bernard de Montréal faisait des investissements à la bourse, donc de son vivant, puis il disait de s'intéresser à la finance. J'avais écouté ses enregistrements de Bernard où, qu'à multiples reprises, il disait ça, puis il dit surtout pour la femme, parce qu'autrefois, il y avait des femmes qui ne travaillaient pas, qui vivaient dans un couple où c'était l'homme, le mari, qui était le pourvoyeur, et la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants, mais elle se ramassait en certains cas dans une situation de dépendance perverse aux mains d'un mari manipulateur qui faisait qu'elle n'avait pas d'autonomie financière et était obligée d'endurer un mari qui pouvait faire preuve de violence physique ou psychologique. Donc, des situations aberrantes. Et c'est sûr qu'en effet, autant l'homme masculin que la femme, à mon avis, c'est important qu'il puisse parvenir à l'indépendance financière. Donc, d'ailleurs, c'est sûr que, comme ma compagne, si elle veut faire de l'investissement boursier, puis elle veut que je parle de certains titres où je donne de l'information, ça va me faire plaisir. Puis si un jour elle fait de l'investissement boursier et elle devient plus riche que moi, ben j'en serais très content. Pourquoi? Parce que c'est important, même chose pour ma fille, d'avoir accès à une forme d'indépendance financière parce que on vit dans une société inintelligente. Ce que j'ai vécu avec le réseau de la santé l'année passée, bon, c'est un problème d'urètre, mais si ça aurait été, par exemple, parce que quand les hommes avancent en âge, ben c'est quoi? Ça peut être un cancer de la prostate, ça peut être même chose pour les femmes, ben c'est le cancer du sein souvent qui les frappe. Fait que c'est sûr que, dans le fond, il faut avoir les ressources pour faire face à différentes éventualités. C'est un des objets de mon propos. Puis aussi, ben, dans le fond, l'événement que j'ai vécu m'a enraciné dans la matière. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que quand on est spirituel, on peut se sentir quasiment mal à l'aise ou coupable d'investir à la bourse en disant, ben, à la bourse, si on prend la compagnie qui était décrite dans Big Vap, ou parce que derrière la croissance américaine, donc, il y a tout un aspect pervers dans le sens que souvent, il y a des grands noms de la technologie que je nommerai pas, ben, ils s'enrichissent en rendant les jeunes cyberdépendants. Tu sais, il y a un paquet de choses en lien avec la technologie, la pollution. C'est un effet extrêmement néfaste. Mais en même temps, on est comme pris dans un système qui fait en sorte que pour avoir des ressources, ben, il faut investir à un certain niveau où il faut avoir de la finance. Fait qu'il faut composer avec ça. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est que c'est à l'individu de prendre sa santé en charge puis de ne pas attendre après le gouvernement. Même chose pour d'autres aspects de la vie. Il y a à peu près 10 ans, en 2014, donc je voyais la situation qui se dégradait dans la ville de Québec, dont je suis natif. Je suis né dans la ville de Québec, de la province du Québec, qui a le même nom au Canada. Et il y avait une augmentation de la circulation routière, des embouteillages. Et naturellement, il n'y avait pas de volonté de construire un troisième lien ou d'augmenter le réseau routier. Et bien entendu, 10 ans après, la situation d'embouteillage dans la ville de Québec s'est dégradée. La population a augmenté. Et il n'y a rien que... Il n'y a pas eu la création de troisième lien, ni le tramway, parce qu'on présentait souvent les gens disaient ben on va réduire le nombre de taux en mettant en place un réseau de tramway, sauf que ça soit l'augmentation ou l'amélioration du réseau routier, c'est pas fait. Puis la prédiction que je vous fais, c'est que la ville de Lévis, qui est située de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, donc parce que entre le pont de
Pierre Laporte est de Québec, il y a la ville de Lévis sur la rive sud, alors que Québec est sur la rive nord par rapport au fleuve Saint-Laurent qui est entre les deux. La prédiction que je vous fais, c'est que la ville de Lévis, avec la construction récente de gratte-ciel, va être confrontée avec des problèmes d'embouteillage grandissants. Donc, si on prend par exemple la route du président Kennedy, où il y a beaucoup de commerce, là, il y a l'explosion de la quantité de gratte-ciel qui pousse comme des champignons depuis les derniers mois. C'est assez impressionnant. La dernière fois que j'ai été à Lévis, je me suis dit c'est inintelligent ce qu'ils font. Ils amènent un paquet d'édifices à multiples étages dans un secteur en n'augmentant pas en proportion l'infrastructure routière. Donc, on va se ramasser tantôt avec des problèmes d'embouteillage importants. C'est dommage parce que j'aimais une fois de temps en temps à Lévis, aller au restaurant du Délice de Thaïlande. Donc, c'est des gens qui vivent à Lévis. Vous allez sans doute savoir de quel restaurant que je parle qui est situé dans le centre d'achat à côté du cinéma Lido à Lévis. Donc, une fois de temps en temps, j'aimais là aller à cet endroit déguster la nourriture thaïlandaise en prenant la table d'hôte avec ma compagne. J'ai l'impression que peut-être un jour, je pourrai plus, ça va être plus difficile parce qu'on va se ramasser avec des problèmes d'embouteillage et dans 10 ans, ça va être encore pire. Un peu comme Québec. Québec, j'ai l'impression que dans 10 ans, il n'y en aura pas de troisième lien. Puis il y a comme... quand je regarde les dirigeants, même chose pour le réseau de la santé. Dans 10 ans, on va encore parler de situations d'horreur, que des gens qui attendent plein d'heures dans les urgences, voire qui meurent dans les urgences au Québec. Ça va continuer. J'ai l'impression que le collectif est mal barré, est mal géré, et que l'individu s'y développe de l'intelligence et de se prémunir de l'inintelligence du collectif en cherchant à s'enrichir et en s'occupant de lui-même. Ne pas attendre après le gouvernement de le prendre en main, etc. Et c'est la conclusion que j'en viens. Fait que c'est pour ça que d'être un investisseur autonome, d'utiliser de l'autogestion de fonds par moi-même, ça c'est quelque chose qui me plaît présentement. Mais cette volonté-là, je ne l'avais pas d'une manière aussi puissante avant 2023. Et probablement que des gens qui m'écoutent vont écouter ça va dehors. L'investissement, ça m'intéresse plus ou moins, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, être confrontés à un choc de vie où ils vont réaliser d'une manière plus grande l'importance de l'argent, puis ils vont dire, ouais, là, je vais me mettre en action à ce sujet-là. Mais ça, c'est en fonction de chacun. Moi, je mets pas de la pression à personne parce que moi-même, on m'avait répété en 2014 l'importance d'investir, puis que, tu sais, j'avais même eu des informations de sauver les frais de gestion en gérant soi-même, par exemple, avec une plateforme comme Disnat, les choses, puis je passais pas à l'action. Fait qu'en comprenant que les autres qui passent pas nécessairement à l'action, que ce soit au niveau financier pour la santé, ben, j'ai une forme d'empathie par rapport aux gens, puis c'est souvent à travers des chocs de vie. Des fois, il y a des gens qui vont apprendre qui sont atteints d'un cancer, puis là, vont vouloir prendre en main leur santé, puis arrêter de fumer. Mais si la personne est atteinte d'un cancer du poumon avec des métastases qui se sont propagées à l'ensemble de l'organisme puis est généralisé, ben, elle peut arrêter de fumer, mais peut-être qu'elle va mourir pareil de son cancer. Donc, la personne peut agir pour favoriser sa santé, mais en même temps, la marge de manœuvre n'est pas nécessairement infinie. Et ce qui est important, c'est d'être conscient de ça. Mais chaque chose en son temps, même chose pour le collectif. Quand le collectif souffre trop d'un déséquilibre, ben, il y a des révolutions, il y a des révoltes, et ainsi de suite. Il y a un point de saturation qui est atteint. Mais en attendant, ben, souvent les gens vont endurer, comme les gens de la ville de Québec endurent les embouteillages à un certain niveau. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont manifester pour dire qu'ils veulent un meilleur réseau routier, ce qui était déjà le cas de certaines personnes, mais il n'y a pas nécessairement de volonté suffisamment grande pour changer la situation. Dans certains cas, la volonté collective a eu de l'impact. Prenons par exemple, il y a plusieurs années, au Québec, il y avait des gens qui voulaient qu'on reproduise le comportement américain, c'est-à-dire qu'on fasse comme aux États-Unis d'exploitation des gaz de schiste en faisant de la fracturation du sol
pour laisser sortir le gaz de schiste. Et là, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça peut créer des problèmes de contamination des nappes phréatiques, donc de contaminer de l'eau potable, en injectant entre autres dans le sol des produits chimiques pour faire remonter le gaz de schiste à la surface. Donc, il y a des gens qui s'étaient opposés à ça. Et par la suite, ça n'a pas passé. Il n'y a pas eu l'exploitation massive au Québec des gaz de schiste. Donc, à la différence des États-Unis qui sont confrontés à des problèmes environnementaux en lien avec ça, considérables. Mais aux États-Unis, ils ont davantage que nous autres la volonté d'être riches. Même chose pour les gens en Europe ou en Belgique, dans le sens que si vous regardez le niveau de croissance économique aux États-Unis, il est très élevé. C'est sûr que c'est un peuple rempli d'inégalités, là. On s'entend, là. La richesse est très mal répartie. Et probablement que la pauvreté pour la population en général va continuer d'être croissante. Puis pendant ce temps-là, ben, il y aura des gens comme Bill Gates, Warren Buffett qui vont continuer à être multimilliardaires. Et en contraste. Mais c'est ainsi. Donc, tout ça, là, je vais arrêter de parler parce que ça fait presque 1 heure que je parle. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que la volonté d'être riche arrive en son temps. On ne peut pas brusquer le temps. C'est souvent à travers un choc de vie que la personne réveille que c'est important, par exemple, que j'ai de l'argent. L'urologue, c'est sûr qu'il m'a dit que vaut mieux prévenir que guérir. Fait que là, si un jour j'ai été opéré, ben il me parlait, il me dit si sa bouche intérieure de l'urètre, c'est une opération, c'est 3200, à différence de l'autre que ça m'a coûté 2000. Bon, ben en le sachant, si ça me permet de continuer à avoir une qualité de vie, ben c'est sûr que c'est important d'avoir cet argent-là. Donc, c'est un petit peu ça. C'est sûr que je ne souhaite pas aux gens d'avoir des problèmes de santé comme j'en ai eu, là, comme moi, là. Mais c'est des fois à travers des problèmes de santé radicaux qui minent vraiment la qualité de vie, qui fait souffrir, que là, la personne, elle réalise ou elle change sa vision. Puis cet événement-là qui a amené mon problème de santé à m'intéresser à l'enrichissement m'a amené finalement à être un peu plus ouvert à la perspective de mon père, puis empathique, auquel j'ai fait allusion tantôt. Fait une certaine forme de me réconcilier psychiquement avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en fin d'enregistrement d'aujourd'hui, parce qu'il m'a fait souffrir, puis à la fin de sa vie, il était quand même coupable, il se sentait coupable, en fait, d'avoir été très exigeant envers moi. Ben, pour rétablir l'ordre, ce que je demande à mon père décédé, à sa conscience, c'est de me faire parvenir toutes les idées utiles et nécessaires à me permettre de parvenir à la richesse, à quelque part d'accomplir son rêve, de devenir très riche. Donc, pour établir une forme d'équilibre. Parce que lui, il avait l'intelligence. C'était un comptable. Il savait calculer, évaluer les taux d'intérêt, par exemple, savoir par intérêt composé les façons de procéder, faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire mettre en place des stratégies pour ne pas payer d'impôts. Bon, toute cette intelligence-là qu'il a développée, d'en bénéficier par héritage rétroactif pour me permettre d'être heureux, que ma famille en bénéficie, ma compagne, ma fille, les gens que j'aime, que ce soit ma mère, que ce soit mon frère. Donc, de tirer profit de son intelligence maintenant pour améliorer mon sort. Là, les gens vont dire, ben là, tu peux pas demander à ton père comme ça, il est décédé, il n'existe plus. Attention, je pars du principe que la conscience est éternelle et que hier, c'était maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant, puis demain, c'est maintenant. Donc, dans un moment présent, la conscience de mon père qui a vécu sur Terre existe toujours. C'est un moment qui est contemporain du moment présent. Mais ça, si vous ne sortez pas d'une vision linéaire des choses, vous ne pouvez pas le comprendre, cette notion-là. Mais je peux communiquer, puis là, les gens vont dire c'est fou. Ouais, mais informez-vous un peu sur la physique quantique. Je peux communiquer que la conscience de mon père de 1998, avant qu'il meure, parce que lui, toute sa vie, il avait étudié l'art à quelque part d'être riche, en étant comptable, en faisant des calculs, en économisant, en ayant des placements boursiers multiples, en faisant des stratégies pour payer moins d'impôts, et ainsi de suite. Donc, bénéficier de toute cette intelligence-là
en guise d'héritage pour me rééquilibrer par rapport aux préjudices psychologiques que j'ai subis dans mon enfance. Donc, puis là, je vous parle de ça dans l'enregistrement parce que vous êtes mes témoins. Donc, juste de dire quelque chose comme ça à voix haute, puis de l'exiger avec force, autorité, il peut y avoir une incidence que je développe l'intelligence de la finance de plus en plus, puis de l'investissement, puis à un moment donné, je ne sois plus obligé d'occuper un emploi salarié, mais que je devienne un investisseur professionnel, puis que je vive en fonction de revenus de la bourse. Donc, un peu comme il y a un gars sur YouTube, François, il fait du day trading. Donc, lui, ce qu'il expliquait, c'est que lui, c'était un métier. Là, je ne vise pas nécessairement à faire du day trading, ça serait peut-être plus du swing trading ou des investissements passifs. Mais bref, il y a une façon de faire ça, parce que lui, il racontait dans ses vidéos, que je trouve très intéressant parce que ça s'appuie sur un vécu, que quand il a eu des bonnes années, il faisait 3 millions de dollars par année de revenus avec son activité d'investissement boursier. Donc, ça existe. Où il y a Jean-Sébastien Pilote qui a pris sa retraite à 39 ans puis qui vit des revenus passifs d'intérêt en lien avec ses placements. Il est parvenu à l'autonomie financière. C'est des choses qui peuvent exister. Fait que moi, présentement, ce que je fais, c'est que j'ai une intention de conscience d'avoir accès au mindset, la façon mentale de penser pour être riche. Et il y a des gens qui vont dire, voyons, être riche, c'est pas beau, c'est s'attacher à la matière, à l'argent, c'est comme être un pêcheur. Ouais, mais tu diras ça à quelqu'un, Chris, qui a de la difficulté à uriner, puis il a mal, puis le réseau public est défaillant, puis on ne lui donne pas accès aux services dans un délai raisonnable. C'est pas beau avoir de l'argent. Je regrette, mais vivre dans un contexte involutif comme le nôtre, dysfonctionnel dans le réseau de la santé, ça prend de l'argent pour être capable justement de rester en santé. Fait que de faire des investissements, même s'il y a des gens qui peuvent dire, Wall Street, c'est une gang de gens corrompus, les États-Unis, c'est un peuple qui va manipuler d'autres peuples avec la CIA, va créer des montages financiers. Là, j'ai repassé au documentaire de Michael Moore que j'avais écouté il y a plusieurs années en lien avec la guerre en Irak. Il était question que les États-Unis avaient bombardé l'Irak avec des missiles, puis par la suite avaient, dans le fond, embauché des compagnies américaines pour reconstruire l'Irak. C'est-tu pas beau? Au niveau de stratégie d'affaires, là, tu regardes ça, puis tu te dis, donc, le contexte militaire fait de l'argent en produisant les missiles pour détruire l'Irak. Donc, ça stimule l'économie américaine. Fait que ça favorise la croissance des actions, des actifs de ces entreprises-là en ayant des contrats gouvernementaux. Par la suite, une fois que le pays est ravagé par les bombes, puis les missiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconstruisent le pays, puis probablement qu'ils ont fait un montage financier comme de quoi que c'est les Irakiens qui allaient être endettés pour payer les ravages des Américains. Et à ce moment-là, le peuple irakien allait s'endetter pour payer des entreprises de construction américaines qui allaient refaire les ponts, les infrastructures qui ont été détruites par les bombes américaines. Fait qu'en termes de montage financier pour faire de l'argent, c'est brillant. Est-ce que c'est beau sur le plan humanitaire? La réponse, c'est non. Par contre, est-ce que c'est ce genre d'initiative-là qui va permettre aux entreprises cotées dans le domaine de la construction puis dans le domaine de la production d'armes qui font partie de la bourse américaine d'augmenter en valeur puis favoriser la croissance de la bourse américaine? La réponse, c'est oui. Fait que il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Puis pour ce qui est de la guerre en Ukraine, je trouvais ça très intéressant. Parce que dans une vidéo, il y a quelqu'un qui a montré le vrai visage de qu'est-ce qui se passe par rapport à l'Ukraine en lien avec les États-Unis. Parce que d'un côté, il y a les Américains qui vont dire « Nous voulons aider le peuple ukrainien, nous sommes de grandes âmes, nous sommes purs, nous sommes bons. » Implicitement, ça revient à ça. Là. Puis là, des gens comme Joe Biden vont dire « on va fournir des armes au peuple ukrainien pour qu'ils se défendent contre les Russes. »
pour qu'ils préservent leur autonomie, leur démocratie. On va faire ça quasiment pour sauver la veuve puis l'orphelin, puis on est bon. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font en réalité, les Américains? C'est que quand ils se présentent sur ce jour-là favorable au niveau de l'opinion publique, puis ils font leur propagande, ils ont l'air bien fins au niveau international. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau financier? Ben, c'est que les Américains vont stimuler leur économie. Dans les derniers mois, on a vu une très belle croissance économique au niveau du Nasdaq, puis également du SP500, en produisant des armes à destination de l'Ukraine. Donc, les États-Unis prennent de l'argent. Ensuite, ils font produire des armes, ce qui stimule l'activité de l'entreprise, sa croissance. Parce que là, si on demande de plus en plus des missiles, des avions, ben là, puis l'entreprise a la difficulté à fournir, par exemple, les obus, puis en manque, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ben ces entreprises-là, il faut que tu les agrandisses, il faut que tu augmentes la capacité de production. Donc, l'action de l'entreprise est susceptible d'augmenter de valeur. Fait que qu'est-ce qui se passe en réalité quand on le décortique? C'est qu'ils se présentent sous un jour comme étant les bienfaiteurs de l'Ukraine, mais dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont produire davantage d'armes, ce qui stimule leur économie. Ensuite, ils envoient ces armes-là à l'Ukraine, puis ils vont demander au peuple ukrainien de rembourser par la suite les armes qu'ils leur ont fournies. Fait que, à ce moment-là, ils vont avoir des revenus d'intérêt au détriment du peuple ukrainien. Puis plus que le peuple ukrainien s'endette pendant longtemps, plus qu'à ce moment-là, ça va être possible éventuellement d'aller saisir ses ressources. Parce que si le peuple ukrainien, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont en guerre avec la Russie, à un moment donné, ils sont plus capables de rembourser les dettes ou ne sont pas en mesure de le faire, ben, qu'est-ce que les pays qui l'auront prêté vont faire? Soit qu'ils vont faire preuve de générosité puis d'annuler la dette, mais je ne pense pas que ça arrive. Ils vont saisir les ressources du peuple ukrainien. Les ressources, ça peut être des métaux, ça peut être le blé, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, est-ce que la guerre en Ukraine est une belle opportunité pour les Américains de s'enrichir? La réponse, c'est oui. Ça stimule la production industrielle d'armes. Ensuite, il n'y a pas de soldats américains à date qui ont été envoyés officiellement se faire tuer en Ukraine, à la différence de la guerre du Vietnam ou la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Donc, puis, dans le fond, ça stimule leur économie. Puis, s'ils ne réussissent pas à payer les dettes, ben, éventuellement, ils vont saisir les ressources. Ce qui va stimuler également leur économie, parce qu'ils vont avoir accès à des ressources à peu de frais, dans un sens. Fait que, vous voyez, au niveau du montage financier, ça tient la route, un peu comme, dans un certain sens, la guerre en Irak. Ils détruisent le pays. Ensuite, ils font affaire avec leurs propres entrepreneurs pour reconstruire le pays, ce qui permet à leur entreprise, à leur économie d'être en santé. Donc, au niveau économique, le raisonnement se tient. Est-ce qu'il se tient au niveau moral? La réponse, c'est non. Puis, à chaque fois qu'on nous présente les Américains comme les sauveurs de l'humanité ou des êtres généreux qui ont à cœur la démocratie un peu partout, laissez-moi rire. D'ailleurs, dans le fond, il y avait un régime démocratique en Iran avant la mise en place. En fait, là, je ne veux pas mettre les pieds dans les plats, mais je sais que la CIA a interféré, puis ça c'est documenté, avec des régimes démocratiques pour mettre en place des dictatures, voire des dictatures religieuses pires que par exemple une famille royale ou un régime démocratique, mais qui sert les intérêts américains. Donc, c'est ça. Mais est-ce que ça va m'empêcher pour autant de dormir si j'investis dans dans le Nasdaq ou le SP500? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que, dans le fond, moi, je dois m'occuper de mes affaires, puis eux autres, éventuellement. C'est sûr que je ne peux pas passer mon temps à faire tout le temps des vérifications, à savoir si telle chose est éthique ou pas, parce que finalement, on ne ferait plus grand-chose. La plupart des êtres humains vivent dans l'inconscience. Fait que là, si tu veux juste acheter un produit qui est réellement équitable, puis on dit que c'est équitable, mais c'est pas vraiment équitable, ben là, tu sais, c'est sans fin. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura une purge ou un nettoyage qui se devra se faire, mais chaque chose en son temps. À un moment donné, c'est sûr que la corruption devra arrêter ou disparaître parce que ça n'a pas de bon sens.
Mais en même temps, il faut composer avec le contexte involutif. Donc, puis les limites de la spiritualité, dans le sens que si la spiritualité ne me permet pas de résoudre mon problème d'urètre, ben, je suis obligé d'être plus dans une conscience matérialiste d'efficacité au niveau financier. Par contre, si on peut allier différents moyens, c'est-à-dire que dans mon cas, je bénis la santé globale de mon corps, de mon urètre, même si ça peut paraître ridicule, mais il y a une dimension psychologique et psychique en relation avec la maladie qui mérite d'être prise en considération. Moi, j'agis sur tous les plans. Donc, je ne m'empêche pas de vivre sur le plan financier parce qu'une partie de la finance est corrompue. Je ne m'empêche pas non plus d'avoir une vie émotionnelle, une vie familiale, ainsi de suite. À mon avis, l'être humain doit s'organiser pour être en équilibre et avoir conscience que toute forme de déséquilibre, tôt ou tard, devra être rééquilibrée. Et qu'à quelque part, ça ne sert à rien de vouloir jouer au sauveur par rapport à d'autres personnes. Quelqu'un peut prendre un autre par la main pour lui expliquer comment ça fonctionne, l'investissement en bourse, quel titre il peut être intéressant d'étudier, mais si la personne n'a pas la vibration pour ça, ça ne sert à rien. Même chose pour parler de conscience supramentale, même chose pour parler d'alimentation équilibrée. La volonté d'être bien dans sa peau, être en santé au niveau physique, mental, financier, émotionnel, relationnel, ça doit venir de l'individu. Sinon, ben, ça ne sert à rien d'aborder ce type de sujet-là. Bon, là, c'est vrai, là, je vais arrêter de parler. Donc, écoutez, pour les gens qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, ben, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.